Un chauffeur de taxi de 70 ans a mis KO 5 malfrats en quelques secondes dans une paisible petite ville du Val-de-Loire. Jean-Pierre Leblanc, un homme qui gagne sa vie depuis 26 ans avec son unique taxi, mais au fond de la vieille armoire en chêne, dans le coin de sa chambre, se cache un secret que personne ne connaît. Ancien instructeur de l'escadron d'acier, une unité d'élite du GIGN spécialisée dans la protection des hautes personnalités au palais de l'Élysée. Une nuit, des caïds de Paris écrasent leurs cigarettes allumées sur le siège de son taxi en ricanant. Voilà pour le pourboire, le vieux. À cet instant précis, quelque chose qui dormait en lui depuis des décennies se réveilla. L'escadron d'acier entre en action. Le premier coup de poing brisa les incisives du chef. Tout s'est déroulé en moins d'une minute. T'as même pas l'étoffe pour mettre un pied à l'Élysée, mon petit. Mais ce n'était que le début. Derrière ces voyous se trouvait un politicien local et un gendarme corrompu. Un complot visant à faire passer Jean-Pierre pour un vieillard violent et à le jeter en prison. Cet ancien membre des forces spéciales de 70 ans pourra-t-il affronter un réseau de corruption pour défendre la justice? Notre histoire commence maintenant. 5h du matin, les premières cloches de l'église du village résonnent dans la petite ville de Valmont-sur-Loire. Jean-Pierre Leblanc se réveille, ponctuel comme une horloge. À 70 ans, son corps est encore robuste et son habitude de se lever tôt, vieille de plusieurs décennies, n'a pas changé. Un autre jour commence. Jean-Pierre se lève de son lit simple dans sa petite chambre de location pour aller faire sa toilette. En se regardant dans le miroir, bien que les rides aient creusé son front et le coin de ses yeux, son regard reste aussi perçant qu'une lame. Mais personne dans cette ville ne connaît le passé qui se cache derrière ses yeux. Sur le dessus de la vieille armoire, dans un endroit difficile d'accès, se trouve une boîte en fer blanc rouillé. À l'intérieur, un diplôme jauni, quelques médailles et une carte métallique gravée. Instructeur, escadron d'acier. Ce sont les derniers vestiges du soldat qu'il fut, membre de l'unité d'élite chargée de protéger les plus hautes personnalités de l'État. Chaque fois qu'il ouvrait la boîte, son cœur battait encore la chamade, mais cela faisait longtemps qu'il ne l'avait plus ouverte. Tout cela appartenait au passé. Jean-Pierre secoua la tête et attrapa son trousseau de clés de taxi. 20 ans plus tôt, sa femme, Marie-Claire, était décédée. Son fils unique, Antoine, après un échec commercial, s'était installé au Québec. La seule chose qui lui restait était ce vieux taxi. Le métier de chauffeur de taxi qu'il avait commencé après une faillite en 1999 durait maintenant depuis près de 26 ans. La Peugeot 407 blanche de Jean-Pierre roule sur la route familière en direction du marché du bourg. Sa première cliente est Madame Élise, une vieille dame qui, bien que âgée de plus de 80 ans, transporte encore chaque jour ses marchandises au marché. Tous les matins, à 5h30 précises, elle se tient à ce coin de rue, agitant la main en attendant. Jean-Pierre, encore une dure journée qui commence. Quelle dure journée, Madame Élise. C'est vous qui avez du mérite, à votre âge, de devoir encore travailler. Oh, cette vieille carcasse devra bien trimer jusqu'à la fin. Dites, Jean-Pierre, vous êtes vraiment juste chauffeur de taxi? Je trouve que vous n'êtes pas comme les autres. Madame Élise posait toujours cette question. Peut-être sentait-elle quelque chose d'étrange dans ses gestes et ses paroles. Surtout la manière dont Jean-Pierre faisait marche arrière ou se garait avec une précision et une aisance déconcertantes, pas du tout comme une personne ordinaire. Mais il répondait toujours de la même façon. « J'ai conduit toute ma vie, madame. Je ne sais rien faire d'autre. » Après avoir déposé Madame Élise au marché, Jean-Pierre reprend sa route, lentement, faisant le tour de la ville. Le matin, il transporte les personnes âgées à l'hôpital. L'après-midi, quelques clients habituels. C'est sa vie de tous les jours.
Tout le monde l'appelle Jean-Pierre et il aime cette simplicité. 7h du matin, le deuxième client est Monsieur Dubreuil, le directeur adjoint de l'école primaire du bourg. Chaque matin, il prend le taxi de Jean-Pierre pour se rendre à l'école. Jean-Pierre, vous avez regardé les informations hier soir? On dirait que la pègre de Paris descend de plus en plus en province pour faire des siennes. Notre bourg est-il encore tranquille, vous pensez? Bah, par les temps qui courent, on ne sait jamais, monsieur le directeur. Oui, vous devriez faire attention aussi. Jean-Pierre hoche la tête, mais au fond de lui, il se demande si ceux dont il doit se méfier sont vraiment ces voyous. Mais il chasse vite cette pensée. Il veut juste vivre une vie paisible. À midi, il gare sa voiture devant le seul bistrot de la ville. François, le patron, lui apporte une assiette fumante. Jean-Pierre, le plat du jour est excellent aujourd'hui. Mangez bien. Merci, François. Bon appétit à vous aussi. Tout en savourant son repas, Jean-Pierre observe la vie de la ville. Certaines choses ont changé, d'autres sont restées les mêmes. Une nouvelle supérette a ouvert, la vieille quincaillerie a fermé, le salon de coiffure a été rénové, mais dans l'ensemble, la vie s'écoule paisiblement. Vers 14h, Jean-Pierre passe devant la gendarmerie. Le jeune gendarme Lucas lui fait un signe de la main. Jean-Pierre, prudence sur la route aujourd'hui, bien sûr. Bon courage à vous, Lucas. Le gendarme Lucas, âgé d'environ 30 ans, est un jeune policier affecté au bourg depuis 3 ans. Il est doux, travailleur et apprécié de tous. À ce moment précis, 3 BMW double noir entrent soudainement dans le centre-ville. Toutes sont immatriculées à Paris. Des hommes costauds en descendent, l'air tout sauf ordinaire. Ils portent des costumes noirs, des lunettes de soleil, de grosses chaînes en or au cou, des bras couverts de tatouages, parlent d'une voix rauque et le regard perçant balaie les environs. Ça ne sent pas bon. Jean-Pierre les observe dans son rétroviseur, son intuition, affûtée par des années d'entraînement, lui dit que ce ne sont pas des gens ordinaires, leur façon de se déplacer est trop méthodique, leur manière d'observer les alentours très professionnelle. Mais il fait comme s'il ne les voyait pas. Il ne veut plus être mêlé à ce genre d'histoire. Les murmures des commerçants voisins lui parviennent. C'est qui ces gens-là? On dirait des Parisiens. Ils font peur. Est-ce que les voyous sont arrivés jusqu'ici? Jean-Pierre remonte sa vitre et prend une autre direction. Mais au fond de lui, une vieille sonnette d'alarme retentit. L'instinct du danger, forgé pendant des décennies, est toujours là. 16h, Jean-Pierre prend en charge le père Antoine devant l'hôpital. Il a 85 ans et vient chercher ses médicaments une fois par semaine. Dites, Jean-Pierre, vous avez vu ces voitures noires tout à l'heure? Oui, je les ai vues. Elles sont étranges. Personne ici ne roule dans des voitures pareilles. Jean-Pierre ne répond pas, mais il sait que le père Antoine a raison. Cette petite ville n'a aucune raison d'attirer de tels individus, à moins qu'ils ne soient venus dans un but précis. Le soir tombe, Jean-Pierre rentre chez lui. Il dîne frugalement, regarde un peu les informations, puis se couche tôt. Demain, il se réveillera à 5h et recommencera sa routine. Mais Jean-Pierre ne sait pas que l'apparition de ces voyous de Paris a commencé à créer une fissure dans sa vie paisible, et cette fissure finira par réveiller son passé endormi. Le vent nocturne balaie la ville. Dans la petite chambre de Jean-Pierre, on n'entend que sa respiration régulière. Mais dans ses rêves, l'ordre escadron d'acier en action résonne encore. Le jour où cet ordre deviendra réalité approche à grands pas. 23h, la ville est plongée dans le silence, seuls quelques lampadaires éclairent faiblement la nuit. La plupart des magasins ont fermé. Jean-Pierre est sur le chemin du retour après une journée de travail. Il vient de déposer son dernier client près de la gare routière. Il pensait que cette journée se terminerait aussi paisiblement que les autres. Puis le matin, Madame Élise, l'après-midi, les personnes âgées, le soir, le professeur.
une vie normale. Mais l'image des BMW noirs de la journée continue de tourner dans sa tête. À ce moment, il voit deux jeunes hommes lui faire signe devant la gare. Ils sont ivres, titubent et cherchent un taxi. Jean-Pierre hésite un peu. Les clients ivres sont toujours une source d'ennui. Ils peuvent vomir, chercher la bagarre et parfois ne pas payer la totalité de la course. Mais pensant que c'est sa dernière course, il décide de s'arrêter. De toute façon, c'est sur sa route, un petit extra ne fait pas de mal. « Monsieur, vous pouvez nous prendre ? Vous allez où ? Dans le centre. Pour commencer. On verra après. » Jean-Pierre acquiesce et ouvre la portière. Dès que les deux jeunes s'assoient à l'arrière, une forte odeur d'alcool envahit l'habitacle. Ils ont l'air d'avoir la trentaine. Leur tenue et leur accent suggèrent qu'ils ne sont pas d'ici. Eh ben, y a même des taxis dans ce trou perdu. C'est pas croyable. Le vieux, vous trimez encore tard, hein? C'est l'habitude, les jeunes. À mon âge, que voulez-vous faire d'autre? Jean-Pierre démarre en silence. Les deux jeunes continuent de jacasser. Ils racontent qu'ils sont venus de Paris pour s'amuser, que cette ville est trop calme, qu'ils ne savent pas quoi faire demain. Mais à peine 100 mètres plus loin, une voiture noire leur coupe brusquement la route. Trois hommes costauds en descendent et se dirigent droit vers le taxi de Jean-Pierre. Son cœur se met à battre plus vite. L'intuition lui dit que la situation est mauvaise, mais son visage reste impassible. C'est une habitude forgée par des décennies d'entraînement. Les hommes ouvrent les portières et montent à bord. Ils portent des débardeurs noirs, leurs biceps sont saillants, leurs cous et leurs bras sont couverts de tatouages complexes. Le plus grand s'installe sur le siège passager. Les deux autres se tassent à l'arrière, rendant la voiture exiguë. Les deux jeunes du début sont poussés sur les côtés, l'air mécontent mais n'osant rien dire. Le vieux, emmène-nous faire un tour. L'argent, c'est pas un problème. Celui assis à l'avant est Marco Labalafre, le chef du groupe vu plus tôt dans la journée. La quarantaine, le corps musclé, le regard glacial. Jean-Pierre se sent mal à l'aise mais ne peut refuser. Il y a maintenant 5 personnes dans la voiture, l'atmosphère est tendue. Marco Labalafre le dévisage et dit « Hé, le vieux taxi, roule, tu me demandes pas où on va, bordel, t'es bouché ou quoi? Roule, on te dira où aller. » Jean-Pierre ne dit plus rien, mais à travers le rétroviseur, il surveille constamment la situation à l'arrière. Les autres types disent quelque chose aux deux jeunes. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux, eux? On a bu un coup et on rentrait chez nous. »« Où ça, chez vous? »« Dans le centre. »« Ah ouais? On a justement un truc à faire là. » Bah, l'atmosphère dans la voiture devient de plus en plus lourde. Jean-Pierre essaie de se concentrer sur la conduite, mais la conversation à l'arrière l'empêche de ne pas y prêter attention. Surtout Marco Labalafre à côté de lui qui ne cesse de le lorgner. Et le vieux, ça fait longtemps que tu conduis dans ce coin. Un certain temps. Combien d'années? Plus de 20 ans. Oh, alors tu connais bien le bled. Il y a des bons plans à faire. Jean-Pierre ne répond pas. Il comprend leur intention. Ils ne veulent pas seulement un taxi, ils cherchent à obtenir des informations sur la région. Et, je te pose une question, pourquoi tu réponds pas? Je ne sais que conduire un taxi, quelle modestie. Tu vis ici depuis plus de 20 ans, et tu sais rien? Le ton de Marco Labalafre devient plus agressif. À ce moment, un des types à l'arrière intervient. Chef, je trouve ce vieux bizarre, il n'a pas l'air normal. Bizarre comment? Sa posture de conduite, sa façon de s'asseoir, c'est pas celle d'un chauffeur de taxi. On dirait un ancien militaire. Les épaules de Jean-Pierre se raidissent légèrement. Ce type a remarqué sa posture et ses gestes, ancrés en lui. L'habitude de s'asseoir le dos droit, le regard vigilant, la façon de tenir le volant. Mais son expression ne change pas. Le vieux, tu faisais quoi avant? J'ai fait plein de petits boulots. Lesquels? Sois plus précis. Agriculteur, ouvrier, rien de spécial.
Jean-Pierre répond calmement. Même si c'est un mensonge, ça sonne très naturel. La voiture roule sur une route de campagne, les environs deviennent de plus en plus sombres. Marco la balafre s'énerve soudain. C'est quoi cette réponse? On est des clients, on paie. Pardon. Où souhaitez-vous aller? Depuis tout à l'heure, on tourne en rond sans destination. Je redemande, qu'y a-t-il de mal? Un rire éclate à l'arrière. Le vieux est un dur à cuire, hein? Il a même pas peur. C'est vrai. D'habitude, les gens tremblent en nous voyant. En vous voyant, pourquoi? Demande Jean-Pierre. Sa voix est faussement naïve, mais en réalité, il a déjà compris les intentions de ses adversaires. Tu fais l'innocent, tu sais pas qui on est? Sincèrement, non. À ce moment, Jean-Pierre comprend la situation. Ce sont bien les voyous de Paris vus plus tôt. Et maintenant, il le teste pour voir comment les habitants de cette ville réagiraient. Alors que la voiture approche du centre, Marco dit « Arrête-toi ici ». Jean-Pierre se gare sur le côté. Le compteur affiche 18 €. Ça fera 18 €, messieurs. Un des types à l'arrière fait semblant de sortir son portefeuille, puis ouvre brusquement la portière et sort. Merde, j'ai oublié mon fric. On me payera une autre fois. Les autres descendent les uns après les autres. Les deux jeunes du début, embarrassés, les suivent. Attendez la course, mais la plupart sont déjà dehors. Finalement, Marco la balafre, resté sur le siège passager, tape sur la vitre côté conducteur. Le vieux conduit prudemment. À Paris, une attitude comme la tienne, tu te ferais casser la gueule direct. À cet instant, le regard de Jean-Pierre vacille légèrement. Quelque chose qui dormait depuis des décennies commence à s'agiter. Une colère brûlante monte du fond de sa poitrine, mais il parvient encore à la contenir. Quand allez-vous payer? L'argent, considère ça comme un pourboire. C'est un honneur pour toi de nous avoir conduits. Marco la balafre ricane et sort complètement de la voiture. Mais il ne part pas tout de suite, il rôde autour du véhicule, continuant de fixer Jean-Pierre pour voir sa réaction. Jean-Pierre prend une profonde inspiration, sa maîtrise de la colère, forgée au fil des ans, l'aide à rester calme, mais cette fois, c'est différent. La chaleur dans sa poitrine continue de monter, mais il la contrôle encore. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. Ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas l'argent, mais le contrôle de cette ville. Et Jean-Pierre est le premier qu'ils veulent tester. Marco est sorti de la voiture mais ne lâche pas Jean-Pierre. Il veut le provoquer davantage, tester jusqu'où ce vieux péquenot peut endurer. Et le vieux, tu sais comment sont les Parisiens? Pas vraiment, pas vraiment. Allez, sois pas si modeste. Tu regardes les infos, non? Marco et ses sbires tournent autour du taxi, harcelant continuellement Jean-Pierre comme un chat avec une souris. Les deux jeunes du début se sont éclipsés, effrayés. Chef, ce vieux est chiant. Trop sage. C'est vrai. Une personne normale tremblerait déjà en suppliant ou en nous insultant. Le vieux t'es pas en colère, on paie pas et en plus on te cherche. Jean-Pierre reste immobile sur son siège, les mains serrant le volant, mais elle commence à trembler légèrement, pas de colère, mais à cause de vieux souvenirs. Cette sensation de tension face à une situation dangereuse, du temps où il protégeait les hautes personnalités, refait surface. Et, tu réponds pas? T'es sourd? Marco tapote la vitre, mais Jean-Pierre ne répond pas. Au lieu de ça, il prend une profonde inspiration, essayant de se calmer. À ce moment, Marco sort soudainement une cigarette et l'allume. Le vieux, une cigarette, ça te dérange pas, j'espère? De toute façon, on ne paie pas la course, considère ça comme un service. Interdit de fumer dans la voiture. Quoi? Interdit de fumer? Tu te fous de moi? Le client fume et tu oses lui dire d'éteindre? C'est ça ton sens du service? Marco et ses complices éclatent de rire. Puis ils vont à l'arrière, ouvrent les fenêtres et continuent de fumer.
soufflant délibérément la fumée vers Jean-Pierre. Le vieux, on va se revoir souvent dans ce coin, considère ça comme des présentations. Des présentations? Oui, des présentations. Je vais te montrer qui on est. À cet instant, Marco écrase brusquement sa cigarette allumée sur le siège arrière du taxi. Un sifflement. L'odeur de cuir brûlé monte, laissant un petit trou. Le corps de Jean-Pierre se fiche pendant une seconde. Voilà pour le pourboire, le vieux, dit Marco en ricanant. Mais la réaction de Jean-Pierre est différente de ce qu'il attendait. Pas de colère, pas de pleurs. Au lieu de cela, il devient effroyablement silencieux. Une vieille voix résonne soudain à son oreille. Escadron d'acier, en action. C'est l'ordre qu'il entendait souvent dans les situations d'urgence lorsqu'il était dans les forces de protection. Les souvenirs et les instincts endormis depuis des décennies se réveillent brusquement. Le regard de Jean-Pierre change. Ce n'est plus le regard doux d'un chauffeur de taxi. C'est un regard perçant, froid et surtout plein de danger. Le vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ça te plaît pas? Demande Marco en riant, mais il sent que quelque chose ne va pas. L'atmosphère a soudainement changé. Jean-Pierre serre doucement le frein à main, puis il ouvre lentement la portière et sort. Ses mouvements ne sont pas pressés, mais ils dégagent une étrange menace. « Et, le vieux, tu comptes faire quoi ?» demande Marco, décontenancé, mais Jean-Pierre ne répond pas. Au lieu de ça, il s'avance lentement vers lui. « Les petits cons !» La voix de Jean-Pierre est grave et calme, mais elle contient une fureur réprimée pendant des décennies. « Tu brûles ma voiture. Tu crois que ce vieux peut rien faire ?» Marco ne réalise toujours pas la situation. Il pense qu'un chauffeur de taxi de 70 ans ne peut rien contre eux. Mais 3 secondes plus tard, le premier coup part. Le poing de Jean-Pierre s'abat directement sur le visage de Marco, un coup précis visant la mâchoire. Deux de ses incisives se cassent net, volant avec du sang. « Aïe !» hurle Marco en tombant à la renverse. Mais Jean-Pierre ne s'arrête pas là. Deuxième coup, un coup de coude précis dans les côtes. Une technique d'attaque sur les points faibles enseignée dans les forces spéciales. Marco ne peut plus respirer. Il se tord de douleur sur le sol. Les autres voyous, abasourdis, réalisent enfin la situation et se précipitent. Ce vieux est fou, chef. Mais ils ne sont pas de taille face à Jean-Pierre. Les compétences de l'escadron d'acier, endormi depuis des décennies, explosent. Le troisième est attrapé par le col et jeté contre un mur. Le quatrième reçoit un coup de pied dans l'articulation du genou et s'effondre. Le cinquième se fait tordre le poignet jusqu'à la luxation, tout cela en moins d'1 minute. Les 5 malfrats robustes gémissent sur le sol. Finalement, Jean-Pierre s'approche de Marco. Il n'a pas perdu connaissance. Jean-Pierre lui saisit le poignet et le tord lentement en arrière. « Ah, pitié, laissez-moi. Les petits cons qui ne respectent pas les aînés, ça ne se fait pas. » La voix de Jean-Pierre est aussi calme que celle d'un grand-père éduquant son petit-fils. Mais la force de sa prise est tout sauf douce. « S'il vous plaît, pitié, laissez-moi. »« Je vais te laisser. Tout à l'heure, tu parlais de pourboire. » Un craquement sec se fait entendre du poignet de Marco. Bien qu'il ne soit pas complètement cassé, il est certain qu'il ne pourra plus utiliser cette main pendant plusieurs mois. Jean-Pierre se penche à l'oreille de Marco et murmure « T'as même pas l'étoffe pour mettre un pied à l'Élysée, mon petit. » En entendant cette phrase, le visage de Marco devient livide. Il réalise que ce vieux chauffeur de taxi n'est pas un homme ordinaire. « Vous êtes qui? Juste un chauffeur de taxi, mais je ne pardonne pas à celui qui ose brûler ma voiture. » Jean-Pierre lâche Marco et se relève lentement. Il retourne à son taxi pour inspecter la brûlure sur le siège. La réparation coûtera probablement autour de 100 €. Mais je ne vais pas te demander d'argent. À la place, j'ai une condition. Quelle condition? Dégagez de cette ville et ne remettez plus jamais les pieds ici. Retournez à Paris. Marco ne peut qu'acquiescer. Dans cette situation,
obéir à Jean-Pierre est la meilleure option. Oui. Oui, nous ne reviendrons plus jamais. Bien. Jean-Pierre retourne à sa voiture, démarre le moteur et lance une dernière phrase. Les petits cons, à l'avenir, apprenez le respect. Il y a beaucoup de vieux plus redoutables que vous ne le pensez dans ce monde. Après que le taxi a disparu, Marco et ses sbires restent un long moment immobiles sur le sol. Ils n'arrivent toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Mais la douleur de leur corps et le poignet luxé sont bien réels. Ils n'oublieront jamais cette nuit. Sur le chemin du retour, Jean-Pierre regarde dans son rétroviseur. Ne voyant personne le suivre, il pousse un soupir de soulagement. L'acier n'a pas encore refroidi. Pour les souvenirs du passé, réveillés après des décennies, sont encore vifs. Mais en même temps, il s'inquiète. Si cette histoire s'ébruite, sa vie paisible pourrait être détruite. 5h du matin, Jean-Pierre se réveille comme d'habitude. L'incident de la nuit dernière semble un rêve, mais le petit trou sur le siège arrière de son taxi lui rappelle que c'est bien réel. J'ai vraiment fait ça? Et Jean-Pierre regarde ses mains dans le miroir. Ce sont toujours les mains d'un vieil homme travailleur. Difficile de croire que la nuit dernière ses mains ont mis KO 5 voyous. En route pour le marché, Jean-Pierre va chercher Madame Élise. Mais aujourd'hui son expression est différente. Jean-Pierre, s'écrie-t-elle d'une voix excitée. Oui, qui a-t-il, madame? C'est vrai que la nuit dernière, vous avez donné une leçon à ces voyous? Le cœur de Jean-Pierre rate un battement. La nouvelle s'est déjà répandue? De quoi parlez-vous? Allez, ne cachez rien, toute la ville est au courant. On dit que vous avez réglé leur compte à 5 malfrats de Paris, tout seul. Ce n'est pas vrai, mais Madame Élise ne le croit pas. Elle continue avec encore plus d'enthousiasme. Vous êtes incroyable. Qui aurait cru qu'on avait un héros comme vous dans notre ville? Jean-Pierre ne sait plus quoi dire. En arrivant au marché, la situation est la même. Mesdames, regardez, c'est Jean-Pierre, le héros de notre ville. Crie Madame Élise aux autres marchandes. Immédiatement, tout le monde se rassemble. C'est vrai, monsieur? La nuit dernière, vous avez vraiment corrigé ces voyous? Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que vous étiez si fort en arts martiaux. Jean-Pierre est très embarrassé. Il n'est pas habitué à cette attention. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'est rien passé, mais personne ne le croit. Il pense même qu'il est un héros modeste et l'appréciant encore plus. 9h du matin, Jean-Pierre traverse le centre-ville. Il voit des gens attroupés devant le salon de coiffure. C'est pas la voiture de Jean-Pierre, ça? Si, c'est bien lui, Jean-Pierre. Sophie, la propriétaire du salon, lui fait signe et court vers lui. Jean-Pierre, vous êtes trop fort. J'ai tout entendu sur l'histoire d'hier soir. Quelle histoire, Sophie? Arrêtez avec votre modestie. On dit que vous avez mis KO 5 voyous tout seul. Mon Dieu, j'en ai la chair de poule. Sophie met la main sur son cœur, admirative, puis appelle à l'intérieur du salon. Les filles, c'est Jean-Pierre. Les clientes qui se faisaient coiffer se précipitent. C'est vrai? Comment vous faites pour être si fort? Vous avez appris les arts martiaux où? Les questions fusent, mais Jean-Pierre ne peut pas répondre clairement. Il ne peut pas dire la vérité, mais ne veut pas non plus mentir. C'était juste de la chance. De la chance? Vous êtes trop modeste. Les gens sont encore plus touchés par sa modestie et commencent à broder leurs propres histoires. J'ai entendu dire que Jean-Pierre était un ancien des forces spéciales. Non, j'ai entendu dire qu'il était un garde du corps du président à l'Élysée. Mon Dieu, c'est vrai? Pas étonnant qu'il soit si fort. La rumeur enfle de plus en plus. Jean-Pierre veut s'échapper, mais il est encerclé. À ce moment, le gendarme Lucas apparaît. Que se passe-t-il ici? Ah, Lucas. Jean-Pierre a réglé leur compte aux voyous hier soir. Le visage de Lucas devient sérieux. C'est vrai ça? Non, ce n'est pas ça. Il ne s'est rien passé.
Mais le gendarme Luca a déjà une idée de la situation, car 5 hommes ont été admis à l'hôpital la nuit dernière. Jean-Pierre, vers 23 heures hier soir, étiez-vous près du centre-ville? Jean-Pierre hésite un instant, il ne peut pas mentir. Oui, je transportais un client. S'est-il passé quelque chose à ce moment-là? Rien de spécial. Lucas ne pose plus de questions, mais son expression semble indiquer qu'il sait quelque chose. 14h00, Jean-Pierre passe devant un café. Il sent que les clients à l'intérieur le regardent. Marc, le propriétaire, sort en lui faisant signe. Jean-Pierre, attendez une minute. Jean-Pierre doit s'arrêter. Je vous offre un café. Non, merci. Ce n'est pas la peine. Si. Le héros de la ville. Si je ne peux même pas lui offrir un café, à quoi bon? Marc apporte un café et le tend à Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous êtes un chef. Comment vous avez fait pour vous occuper de 5 voyous tout seul? Il ne s'est rien passé de tel. Arrêtez votre modestie. Toute la ville le sait. À ce moment, les clients du café sortent et commencent à applaudir. Jean-Pierre, le héros de notre ville, le héros anti-gangster. Le visage de Jean-Pierre devient rouge. Mais cette attention le met trop sous pression. Je n'ai vraiment rien fait. Je suis juste un chauffeur de taxi ordinaire, mais les gens sont encore plus touchés par sa modestie. C'est jeu 0. En arrivant à la gare routière, Jean-Pierre est surpris. Une foule immense est rassemblée devant l'entrée. Jean-Pierre est arrivé. Les gens applaudissent et courent vers lui. Hervé, le directeur de la gare, vient également le saluer. Jean-Pierre, vous avez dû en baver. Merci d'avoir protégé notre ville. De quoi parlez-vous? Les voyous voulaient prendre le contrôle du business ici, mais vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? En entendant Hervé, tout le monde acquiesce. C'est vrai. Grâce à vous, nous sommes en sécurité. Continuez à nous protéger. Jean-Pierre se sent de plus en plus sous pression. Il a agi sous le coup de la colère, mais les gens le considèrent comme un héros qui a sauvé toute la ville. À ce moment, une voiture noire s'arrête brusquement devant la gare. En descend Philippe Dubois, un conseiller municipal. Monsieur Jean-Pierre Leblanc, Dubois appelle fort. Oui, monsieur. J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Vous avez accompli un acte admirable. Dubois s'approche et serre la main de Jean-Pierre. Pour reconnaître votre contribution à la sécurité de notre ville, le conseil municipal a décidé de vous décerner une médaille d'honneur. Une médaille d'honneur? Oui, la médaille du citoyen méritant pour la tranquillité de la ville. Tout le monde applaudit, mais Jean-Pierre ne se sent pas heureux. Monsieur, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi donc? Vous la méritez. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis qu'un simple chauffeur de taxi. En entendant Jean-Pierre, les gens murmurent avec admiration. Regardez comme il est modeste. C'est ça, un vrai héros. Notre ville a de la chance d'avoir quelqu'un comme lui. Jean-Pierre ne peut plus supporter. Il se fraye un chemin à travers la foule et monte dans sa voiture. Excusez-moi, je dois aller travailler. Prudence, Jean-Pierre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Sous les acclamations de la foule, Jean-Pierre quitte la gare. 18h00, de retour chez lui, Jean-Pierre soupire. Toute la journée, il a reçu de l'attention et des éloges, mais il n'est pas heureux. Au contraire, il se sent sous pression et fatigué. Je ne suis qu'un chauffeur de taxi, murmure-t-il pour lui-même. Mais pour les habitants de la ville, il est devenu un héros. Et cette rumeur se répandra bientôt ailleurs. Cette nuit-là, Jean-Pierre ne dort pas. Il ne s'attendait pas à ce que l'incident de la veille provoque une telle vague. Et il s'inquiète de ce qui va suivre. Mais il y a une chose que Jean-Pierre ignore. Marco et sa bande ne se sont pas simplement retirés. Ils ont un soutien très puissant et préparent leur vengeance. Une semaine s'est écoulée. L'exploit de Jean-Pierre est devenu une légende dans la ville.
Mais Jean-Pierre, lui-même, est de plus en plus inquiet. Tout est trop calme, étrange, ce silence n'est pas normal, se dit Jean-Pierre en conduisant et en observant les alentours. C'est toujours le paysage paisible de la ville, mais il sent que quelque chose cloche. 14 heures ce jour-là, Jean-Pierre prend en charge le père Antoine devant l'hôpital. Aujourd'hui, le visage du vieil homme est plus sombre que d'habitude. Jean-Pierre, soyez prudent. Prudent de quoi, père Antoine? La nuit dernière, des inconnus sont venus dans notre village. Ils ont rôdé autour de votre maison pendant des heures. Le cœur de Jean-Pierre s'accélère. Quel genre de personnes? Habillés en noir, dans une voiture noire aussi. Ils sont arrivés tard dans la nuit et ne sont partis qu'à l'aube. C'est ce que Jean-Pierre avait redouté. Il sait que Marco et sa bande ne vont pas en rester là. 16 heures, en passant devant la gendarmerie, Jean-Pierre voit le gendarme Lucas lui faire signe. Il arrête sa voiture et baisse la vitre. « Jean-Pierre, je peux vous parler un instant? Qui a-t-il? Entrez à la gendarmerie, s'il vous plaît. C'est important. Le visage de Lucas est très sérieux. » Jean-Pierre sent que quelque chose ne va pas, mais il entre quand même. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Qu'a-t-il, Lucas? La nuit dernière, des collègues de la préfecture sont venus. Lucas hésite. C'est apparemment une affaire délicate. Ils ont dit qu'ils venaient pour enquêter sur vous. Enquêter sur moi? Oui. Pour une affaire de coups et blessures. Jean-Pierre est abasourdi. Il a agi en légitime défense. Pourquoi serait-il l'objet d'une enquête? Lucas, cette nuit-là, c'était de la légitime défense. Ce sont eux qui ont commencé. Je le pense aussi, mais ce sont des ordres d'en haut, dit Lucas, l'air désolé. Quand dois-je y aller? Demain matin, il vous demande de vous présenter à la gendarmerie départementale. Jean-Pierre acquiesce. Il n'a rien fait de mal, il n'a donc pas peur de l'enquête. Mais sur le chemin du retour, quelque chose d'étrange se produit. Une voiture noire le suit. Qui est-ce? Jean-Pierre regarde dans son rétroviseur. Il y a 2 personnes dans la voiture, mais il ne peut pas voir leur visage. Il le file, c'est évident. Jean-Pierre fait délibérément un détour pour rentrer chez lui, mais la voiture le suit toujours. Ce n'est qu'en approchant de sa maison qu'elle disparaît. Quelque chose ne tourne pas rond. Cette nuit-là, Jean-Pierre ne dort pas. Il entend des bruits étranges à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, il voit une voiture noire garée devant sa maison. 9 heures le lendemain matin, Jean-Pierre se rend à la gendarmerie départementale comme convenu. Mais sur la route, le regard des habitants a changé. « Jean-Pierre, vous devez vraiment aller à la préfecture ?» demande Madame Élise, la voix inquiète. « Oui, je vais un moment et je reviens. » « Et vous n'avez rien fait de mal, n'est-ce pas? C'est étrange. En arrivant, 2 enquêteurs inconnus l'attendent. Ce sont des gendarmes du département. Vous êtes bien Jean-Pierre Leblanc? Oui, c'est moi. Je suis le capitaine Morel de la brigade de recherche. Et voici l'adjudant-chef Lemoine, dit le capitaine Morel, le visage froid. Asseyez-vous, nous avons quelques questions à vous poser. La salle d'interrogatoire est froide et tendue. Jean-Pierre s'assoit, essayant de garder son calme. Mardi dernier, vers 23 heures, où étiez-vous? Je conduisais mon taxi. À ce moment-là, avez-vous eu une altercation avec un certain Marco, surnommé la balafre? Ce n'était pas une altercation. Il a écrasé sa cigarette sur mon siège, donc vous l'avez agressé. Le ton du capitaine Morel le traite déjà comme un coupable. C'était de la légitime défense. Ce sont eux qui ont provoqué. Vous prétendez que c'est de la légitime défense, mais les déclarations des victimes sont différentes. L'adjudant-chef Lemoine sort un dossier. Les victimes affirment que M. Jean-Pierre Leblanc était ivre et les a soudainement attaqués. C'est un tissu de mensonges, crie Jean-Pierre, mais les enquêteurs ne semblent pas le croire. Nous avons des témoins, les 2 jeunes hommes présents sur les lieux ont déclaré la même chose.
Ces deux jeunes sont sûrement de mèche avec eux. Et vous ne pouvez pas faire de telles suppositions. Nous devons enquêter sur la base des preuves et des témoignages, dit froidement le capitaine Morel. L'interrogatoire dure 3 heures. Il répète les mêmes questions, doute de ses réponses et exerce une pression constante. Monsieur Leblanc, avez-vous des antécédents judiciaires pour violence? Non. Où avez-vous fait votre service militaire? Jean-Pierre hésite un instant. Il ne peut pas parler de sa véritable unité. J'ai servi dans l'armée de terre. Avez-vous déjà fait partie d'une unité spéciale? Non. C'est un mensonge. Mais il n'a pas le choix. Il ne peut pas révéler son passé. À 13 heures, l'interrogatoire se termine enfin. Mais le visage des enquêteurs est toujours plein de suspicion. Pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer, mais l'affaire est toujours en cours d'instruction. Il vous est interdit de quitter la localité. Jusqu'à quand? Nous ne savons pas. Jusqu'à ce que le procureur décide s'il y a lieu de poursuivre. En sortant de la gendarmerie, Jean-Pierre se sent amer. Il n'a rien fait de mal, mais on le traite comme un criminel. Sur le chemin du retour, il sent que le regard des gens a changé. Certains sont inquiets, mais d'autres sont méfiants. Est-ce que Jean-Pierre a vraiment agressé quelqu'un? Bah, si les gendarmes enquêtent, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il n'est pas comme ça. Les rumeurs vont bon train. Il y a quelques jours à peine, il était acclamé comme un héros. Maintenant, il est un suspect. Ce soir-là, Jean-Pierre regarde les informations régionales. Soudain, un reportage parle de son histoire. Dans une petite ville du Val-de-Loire, un homme de 70 ans fait l'objet d'une enquête pour avoir agressé 5 jeunes hommes. Les victimes affirment qu'il s'agit d'une attaque non provoquée de sa part. Jean-Pierre est stupéfait. L'affaire est passée à la télévision. Le lendemain matin, la situation empire. Quand Jean-Pierre va au marché, la réaction des gens est complètement différente. Jean-Pierre, j'ai vu les informations, dit Madame Élise inquiète. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Madame? C'était de la légitime défense. Mais tout le monde ne le croit pas comme Madame Élise. Et quand même, un seul homme contre 5 jeunes, c'est bizarre. Il n'est pas comme ça d'habitude. D'un héros, il est devenu un suspect en quelques jours. 14 heures, Jean-Pierre fait le tour de la ville. Soudain, son téléphone sonne. Allô, monsieur Jean-Pierre Leblanc? Oui, ici Lucas, de la gendarmerie locale. Il y a un document urgent à vous remettre. Où êtes-vous? Je suis dans le centre. Pouvez-vous passer à la gendarmerie? Bon, Jean-Pierre se rend à la gendarmerie. Le gendarme Lucas lui tend une liasse de papier, le visage grave. Tenez, Jean-Pierre. Jean-Pierre prend les documents et est sous le choc. C'est une mise en examen pour coups et blessures volontaires. Une mise en examen? Oui. Le parquet examine le dossier en vue d'un procès. Jean-Pierre se sent désespéré. Il a agi en légitime défense, mais il finit par devenir un criminel. Et les habitants apprennent bientôt la nouvelle, et leurs réactions sont partagées. C'est pas possible, Jean-Pierre en prison. Où est la justice? Mais la loi, c'est la loi. Il n'est pas comme ça. Jean-Pierre est de plus en plus isolé et il commence à comprendre qui est derrière tout ça. Cette nuit-là, Jean-Pierre réalise que Marco et sa bande ne sont pas de simples voyous. Ils ont un soutien très puissant, une force capable de manipuler même la gendarmerie. Que faire maintenant? Jean-Pierre est perdu dans ses pensées. Il ne peut pas régler cette situation tout seul, et finalement, il prend une décision qu'il a longtemps repoussée. Cette nuit-là, Jean-Pierre ne dort pas. Après avoir reçu sa mise en examen, son esprit est en ébullition. Il réalise qu'il ne peut pas gérer ça seul. 3 heures du matin, Jean-Pierre se lève et ouvre son armoire. Il prend la boîte en fer blanc sur le dessus et l'ouvre après une longue période. À côté des diplômes jaunis se trouve un vieux téléphone portable. Je n'aurais jamais pensé devoir l'utiliser un jour. Dans le répertoire de ce téléphone, il y a un groupe de discussion nommé Frères d'Acier. C'est un groupe secret,
créé par ses anciens camarades de gym. Bien qu'il n'ait eu aucun contact depuis 10 ans, il est persuadé qu'ils sont toujours là. Jean-Pierre allume le téléphone, les mains tremblantes. Longtemps inutilisé, la batterie est à plat. Il cherche le chargeur, le branche et attend. 30 minutes plus tard, le téléphone démarre. Comme prévu, il y a des centaines de messages non lus dans le groupe. Ses camarades prennent de temps en temps des nouvelles les uns des autres ou partagent des informations. Jean-Pierre prend une profonde inspiration et tape un message. Situation d'urgence. Corruption policière locale. Besoin de rassembler des preuves. Au moment d'appuyer sur envoyer, son cœur bat à tout rompre. Après des décennies, c'est la première fois qu'il appelle ses camarades à l'aide. Moins d'une minute plus tard, une réponse arrive. Jean-Pierre, encore en vie? Mon capitaine, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Explique tout de suite. Les messages affluent. Jean-Pierre explique brièvement la situation. L'altercation avec les voyous, la mise en examen et le réseau de corruption derrière tout ça. 10 minutes plus tard, un appel. Pierre, c'est moi, c'est Paul Martin. Paul Martin était le supérieur direct de Jean-Pierre Augine. Il est maintenant à la retraite et dirige une société de sécurité. Mon commandant? Quel commandant? On est tous des vieux maintenant. C'est vraiment sérieux? Oui, mon commandant, je ne sais plus quoi faire. Envoie ta position, j'arrive tout de suite. Oui, tu ne peux pas gérer ça seul, on va t'aider. Après avoir raccroché, le groupe de discussion s'anime à nouveau. J'y vais aussi. Marc Dubois est avocat. Je vais l'appeler. Il y a aussi Julien Leroy, qui est journaliste. On aura sûrement besoin d'un expert en récupération de vidéosurveillance. Les gars, préparez-vous. Jean-Pierre est ému. Malgré des décennies sans contact, ses camarades n'hésitent pas à l'aider. 9 heures du matin, Jean-Pierre attend sur un parking en périphérie. Le colonel Paul Martin, son ancien camarade, arrive le premier. Bien qu'il ait plus de 70 ans, il a toujours une allure imposante. Pierre, mon commandant. Les deux hommes s'étreignent. Des retrouvailles après des décennies. Tu as vieilli. Vous aussi, mon commandant. Martin lui tape sur l'épaule. Ne t'inquiète pas. Cette fois, tu n'es pas seul. 1 heure plus tard, les autres camarades arrivent. Marc Dubois, ancien militaire devenu avocat, Julien Leroy, ancien militaire devenu journaliste, et Rémi Vasseur, un expert en cybersécurité. Tous sont des membres de l'escadron d'acier. Merci à tous. Jean-Pierre s'incline. Martin dit, pas de merci entre nous, on est une famille. L'avocat Marc Dubois ouvre sa mallette. D'abord, il faut comprendre la situation. Montre-moi la mise en examen. Jean-Pierre lui tend les documents. Dubois les examine attentivement, puis secoue la tête. Étrange. C'est clairement de la légitime défense, mais il est poursuivi pour coups et blessures volontaires. Il y a quelqu'un derrière. Le journaliste Julien Leroy ouvre son ordinateur portable. J'ai fait des recherches sur ce Marco Labalafre. Il est le cousin de Philippe Dubois, le conseiller municipal. Philippe Dubois? Oui. Ce type a pas mal d'influence ici, et il est proche du capitaine de gendarmerie. L'expert Rémi Vasseur installe son équipement. D'abord, il faut des preuves. Il y a sûrement des caméras qui ont filmé la scène. Des caméras? Oui, maintenant il y en a partout, surtout dans le centre-ville. Martin établit un plan d'action, divisant l'équipe en deux. Dubois et Leroy enquêteront davantage sur Marco et Dubois. Moi et Rémi, on va essayer de récupérer les vidéos. Et moi, que dois-je faire? Demande Jean-Pierre. Continue de vivre normalement, ne les laisse pas soupçonner quoi que ce soit. 14 heures, l'avocat et le journaliste parcourent la ville pour recueillir des informations. Les liens entre Marco et Dubois, leur connexion avec le capitaine de gendarmerie et leur passé. Ce Dubois a fait pas mal de choses louches ces dernières années, dit Leroy. Quoi donc? Dans les projets de développement de la ville, il ne choisit que quelques entreprises amies.
et ces entreprises sont toutes liées à Marco la Balafre. Un réseau de clientélisme classique, acquiesce Dubois. Pendant ce temps, Martin et Vasseur examinent les caméras du centre-ville. Cette caméra a un angle de vue sur la scène, indique Vasseur. Qui la gère? Probablement la mairie. Il faudra faire une demande officielle. Mais la mairie ne fournira pas facilement la vidéo. Il faut une réquisition de la gendarmerie, mais c'est notre droit. Désolé, mais c'est le règlement. Vasseur propose une autre solution. Il y a une autre option. On peut vérifier les caméras privées des commerces environnants. Ils font le tour des magasins pour demander les vidéos. Heureusement, quelques-uns acceptent de coopérer. 18 h, le groupe se retrouve. En rassemblant les informations et les preuves, ils découvrent des faits choquants. Philippe Dubois, Marco la Balafre et Leclerc, le capitaine de gendarmerie, sont de mèche. Comment sont-ils liés? Demande Jean-Pierre. Dubois et Marco sont cousins. Leclerc est un camarade de promotion de Dubois. Les trois se voient souvent pour jouer au golf et dîner. Et voici la preuve décisive. Vasseur affiche l'écran de son ordinateur. C'est une vidéo de surveillance. La vidéo de la nuit de l'incident montre clairement Marco écrasant sa cigarette sur le siège et la scène de légitime défense de Jean-Pierre. Ça c'est suffisant, dit Dubois. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus de preuves pour démontrer leur lien trouble, dit Martin. Alors, que faire? Il faut les affronter directement. Directement, oui, les surveiller, voir comment ils agissent et rassembler plus de preuves, propose Leroy. Demain, Dubois et Leclerc ont un rendez-vous. Une partie de golf. On peut y recueillir plus de preuves, ajoute Vasseur. Jean-Pierre regarde ses camarades, le cœur rempli de gratitude. Ce qu'ils n'auraient jamais pu faire seuls, ils le font avec lui. Les gars, merci beaucoup, pas de merci, ça ne fait que commencer. Martin tape sur l'épaule de Jean-Pierre. Pierre, maintenant, tu dois garder la tête haute, dit Dubois. Le monde a changé. On n'a plus besoin de vivre dans l'ombre comme avant. C'est un monde où la justice doit triompher. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Jean-Pierre se sent apaisé. Avec ses camarades à ses côtés, il se sent en confiance. Et dès demain, la contre-attaque commencera officiellement. 3 jours plus tard, l'escadron d'acier a un plan parfait. Sur la suggestion de Martin, il décide d'organiser un dialogue public à la salle des fêtes du bourg. Ils vont révéler la vérité au grand jour, sans plus se cacher. Toutes les preuves sont prêtes. Tu n'as qu'à les affronter dignement, dit l'avocat Dubois. Le journaliste Leroy a contacté plusieurs médias. Des journalistes de la télévision et de la presse locale seront présents. Le jour du dialogue, 14 h, la salle des fêtes est bondée. Une scène rare. De nombreux journalistes avec leurs appareils photo sont là. Jean-Pierre est nerveux. C'est la première fois qu'il parle devant une telle foule. Pierre, ça va? Demande Martin. Ça va. Mais la voix de Jean-Pierre tremble un peu. Ne t'inquiète pas, on a tout préparé. Vasseur installe le projecteur et l'écran, prêt à diffuser les documents vidéo. 14 h 30, le dialogue commence. L'avocat de Dubois anime la séance. Mesdames et messieurs, la réunion d'aujourd'hui a pour but de faire la lumière sur la vérité. Un silence de plomb s'installe dans la salle. Tout le monde est concentré. Concernant l'altercation entre M. Jean-Pierre Leblanc et un groupe de jeunes la semaine dernière, de nouveaux éléments ont été découverts. Dubois commence à expliquer calmement. Tout d'abord, je vous invite à regarder une vidéo de surveillance. La vidéo apparaît à l'écran. La scène où Marco écrase sa cigarette sur le siège est parfaitement visible, ainsi que la réaction de légitime défense de Jean-Pierre. Mon Dieu, c'est donc ça, les gens sont stupéfaits et murmurent. C'est la première fois qu'ils voient cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, Jean-Pierre n'a agi qu'en état de légitime défense, explique Dubois. Mais ce n'est que le début.
Le journaliste Leroy s'avance. Derrière cette affaire se cache un problème bien plus grave. De nouveaux documents apparaissent à l'écran. Ce sont des photos de Philippe Dubois et de Marco Labalafre ensemble. Monsieur Philippe Dubois et Marco Labalafre sont cousins, et depuis des années, ils ont profité illégalement des projets de développement de la ville. Des documents encore plus choquants sont révélés. Dubois et le capitaine de gendarmerie Leclerc recevant des cadeaux sur un terrain de golf, dînant avec Marco. Le capitaine de gendarmerie Leclerc est également leur complice. La salle est en ébullition. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. C'est pourquoi ils ont transformé l'acte de légitime défense de Jean-Pierre en agression, continue Leroy. À ce moment, un bruit se fait entendre au fond de la salle. Philippe Dubois apparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser de faux documents pour calomnier les gens, hurle-t-il, mais l'avocat Dubois reste calme. Monsieur, veuillez vous asseoir. Nous vous donnerons l'occasion de vous expliquer. Dubois est obligé de s'asseoir au premier rang, le visage blême. Tout d'abord, veuillez expliquer cette photo. L'écran affiche la photo de Dubois et Marco ensemble. C'est juste de la famille. Et ça, c'est aussi une réunion de famille. Cette fois, c'est la photo sur le terrain de golf avec le capitaine de gendarmerie. Dubois est sans voix. Et ça, comment l'expliquez-vous? Finalement, un enregistrement audio d'un appel est diffusé. C'est Dubois faisant pression sur le capitaine Leclerc pour poursuivre Jean-Pierre. Il faut mettre ce vieux en prison. Il gêne nos affaires. Compris. Je vais le poursuivre pour coups et blessures volontaires. L'enregistrement résonne dans toute la salle. Les gens sont furieux. C'est quoi ça? Ils nous ont trompés depuis le début. Le visage de Dubois est livide. Il n'a plus rien pour se défendre. À ce moment, Jean-Pierre s'avance vers le micro. Au début, il tremble. Mais maintenant, son cœur est apaisé car la vérité a éclaté. Mesdames et messieurs, je ne suis qu'un chauffeur de taxi. La voix de Jean-Pierre résonne dans la salle. Mais dans ma jeunesse, j'ai servi mon pays. Un silence. J'ai servi dans les forces de protection chargées de la sécurité des hautes personnalités à l'Élysée. Les gens sont stupéfaits. C'est la première fois qu'ils apprennent la véritable identité de Jean-Pierre. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, la chose que je veux protéger est la même. Continue Jean-Pierre, la voix tremblante. La France que j'ai défendue n'est pas un pays où les faibles sont écrasés. Les applaudissements commencent, d'abord timides, puis de plus en plus forts, remplissant toute la salle. Ce n'est pas un pays où les forts opprimaient les faibles, où ceux qui ont le pouvoir méprisent les gens ordinaires. La voix de Jean-Pierre devient plus forte. C'est pourquoi je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que la justice triomphe. Après le dialogue, tout change rapidement. Le journal télévisé du soir fait la une de l'affaire. Dans une petite ville du Val-de-Loire, un réseau de corruption a été démantelé grâce au courageux témoignage d'un chauffeur de taxi, ancien garde du corps de l'Élysée. Le lendemain matin, le capitaine de gendarmerie Leclerc est démis de ses fonctions. Philippe Dubois doit également démissionner sous la pression de l'opinion publique. Marco et ses complices sont tous arrêtés. La ville a complètement changé. Le regard des gens sur Jean-Pierre est également différent. Ce n'est plus un héros, mais un aîné respectable. Jean-Pierre, vous avez tant fait pour nous, dit Madame Élise. Non, madame, je n'ai fait que mon devoir. Grâce à vous, nous pouvons vivre en paix. Les camarades de l'escadron d'acier ont également accompli leur mission et sont retournés à Paris. Avant de se séparer, Martin dit « Pierre, à partir de maintenant, vise la tête haute. »« Oui, mon commandant. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Nous sommes une famille. » Ce soir-là, Jean-Pierre est assis seul, pensif. Il a l'impression d'avoir retrouvé l'esprit de l'escadron d'acier après des décennies. Protéger le pays, protéger les faibles, faire respecter la justice. L'acier n'est pas encore froid, murmure Jean-Pierre. Et dès demain, il reprendra son taxi, retournant à sa vie normale.
mais avec un état d'esprit complètement différent. Un mois s'est écoulé. La ville a complètement changé. Le nouveau capitaine de gendarmerie est un homme intègre et le conseil municipal s'efforce de construire une administration propre. Jean-Pierre se réveille toujours à 5 heures du matin et conduit, mais son humeur est complètement différente, digne et confiant. Jean-Pierre. Madame Élise est toujours au même endroit, agitant la main, mais son visage est beaucoup plus radieux. Madame, vous allez au marché aujourd'hui? Bien sûr. Et vous étiez impressionnant à la télévision, dit-elle avec enthousiasme. Depuis que l'histoire de Jean-Pierre est connue dans tout le pays, les habitants de la ville sont fiers. Je ne suis qu'un chauffeur de taxi, madame, dit modestement Jean-Pierre, mais sa voix est pleine de confiance. Grâce à vous qui protégez notre ville, nous pouvons travailler en paix. C'est mon devoir, madame. Sur le chemin du marché, Jean-Pierre observe la ville transformée. Les visages des gens sont plus souriants, les magasins plus animés. Plus important encore, le sentiment d'insécurité a disparu. Grâce à vous, notre ville est devenue un endroit où il fait bon vivre, continue Madame Élise. Avant, j'avais peur de sortir la nuit. Maintenant, plus de problème. Après avoir déposé Madame Élise au marché, Jean-Pierre fait un tour de la ville. En passant devant le salon de coiffure, Sophie lui fait signe. Jean-Pierre, attendez une minute. Sophie court Feslau. Jean-Pierre, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre ville. Ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. Sans vous, nous aurions dû continuer à supporter tout ça. En entendant Sophie, les gens autour acquiescent. Tout le monde pense la même chose. 10 heures. Jean-Pierre prend en charge le père Antoine à l'hôpital. Le vieil homme a l'air en bien meilleure santé. Dites, Jean-Pierre, je dors très bien ces derniers temps. Ah, c'est une bonne nouvelle. Avant, j'avais peur la nuit. Maintenant, je suis tranquille. Le père Antoine sourit à Jean-Pierre. Vous êtes notre pilier. Vous exagérez, père. Non, je n'exagère pas. Merci beaucoup, vraiment. À l'heure du déjeuner, Jean-Pierre mange dans son bistrot habituel. Le patron lui apporte un plat du jour plus copieux que d'habitude. Jean-Pierre, ça, c'est pour moi. Pourquoi donc? Vous avez protégé notre ville. C'est la moindre des choses, dit le patron avec sincérité. Vous continuez à conduire le taxi, n'est-ce pas? Oui, que pourrais-je faire d'autre? Heureusement que vous êtes là, nous sommes rassurés. 14 heures, Jean-Pierre passe devant la gendarmerie. Un jeune gendarme le salue. Bonjour, monsieur, bonjour. Grâce à vous, notre ville est vraiment paisible, dit le jeune gendarme. Il a 28 ans et un grand sens des responsabilités. La sécurité est bien meilleure maintenant. Il n'y aura plus d'histoire comme avant. Il le faut bien. C'est normal, dit Jean-Pierre, satisfait. 16 heures, en arrivant à la gare routière, Jean-Pierre est surpris. Une banderole est accrochée à l'entrée. Un grand merci à notre héros Jean-Pierre Leblanc pour avoir préservé la tranquillité de notre ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Pierre est stupéfait quand Hervé, le directeur de la gare, apparaît. Jean-Pierre, c'est l'association des commerçants qui a préparé ça. Ne faites pas ça, je suis gêné. Non, vous avez protégé notre ville, nous devons vous remercier, dit Hervé avec sincérité, et nous voulons aussi vous offrir ceci. Hervé tend une boîte à Jean-Pierre. En l'ouvrant, il découvre la médaille de citoyen d'honneur de la ville. C'est trop? Non, ce n'est pas trop. Vous êtes le véritable héros de notre ville. À ce moment, les gens autour commencent à applaudir. Jean-Pierre, Jean-Pierre. Merci, notre héros, Jean-Pierre, est ému. Il ne s'attendait pas à recevoir autant d'attention et d'affection. 18 heures, Jean-Pierre est sur le chemin du retour, mais il sent quelque chose d'étrange, un sentiment de vide. À ce moment, le téléphone sonne. C'est un appel de Martin. Pierre, comment ça va? Tu vas bien? Oui, mon commandant, je vais bien, tant mieux.
Tu ne t'ennuies pas? Un peu. Martin rit. Je le savais. Une fois que l'acier se réveille, il ne peut plus rester inactif. Ah bon? Oui. C'est pourquoi j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Tu veux travailler pour ma société de sécurité? J'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté. Jean-Pierre réfléchit un instant, mais répond rapidement. Non, mon commandant. Je préfère conduire mon taxi ici. Pourquoi? Cette ville, c'est chez moi. Protéger les gens d'ici, c'est peu être ma mission. Martin dit, d'un ton satisfait. C'est vrai, chacun de nous a sa place. Après avoir accroché, Jean-Pierre regarde le siège passager. La médaille de l'escadron d'acier et la médaille de citoyen d'honneur de la ville sont posées côte à côte. Les choses ont vraiment changé, murmure Jean-Pierre. Ce n'est plus une vie dans l'ombre, mais une vie digne, la tête haute. 5 heures le lendemain matin, Jean-Pierre se réveille comme d'habitude. Il démarre sa voiture, va chercher Madame Élise. Un autre jour commence. Jean-Pierre se regarde dans le rétroviseur. Un visage de 70 ans, plein de rides, mais le regard toujours aussi perçant. Le compteur se met en marche. Le soleil du matin illumine l'habitacle. Un matin ordinaire, mais avec une signification complètement différente. Alors que la voiture commence à rouler, Jean-Pierre murmure. L'escadron d'acier est toujours prêt. Mais ce n'est plus une préparation dans l'ombre, mais une préparation digne et confiante pour protéger cette ville. La ville est redevenue paisible et ses habitants vivent en toute sérénité. Et Jean-Pierre est le pilier solide qui protège cette tranquillité.